Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un siècle charnière, un siècle souvent un peu oublié, mais qui a en fait complètement redessiné la carte du monde juif. On parle bien sûr du Xe siècle. Allez, c'est parti, explorons ensemble cette transformation majeure. Cette citation, elle pose vraiment le décor de tout ce qu'on va voir ensemble. Elle résume parfaitement la dynamique. Un ancien centre qui perd de sa superbe, pendant qu'un nouveau, plein de vie et de promesses, émerge. C'est une histoire de transition, de pouvoir et surtout de culture. Alors, pour bien se mettre dans l'ambiance, il faut s'imaginer le monde du Xe siècle. Le grand califat abbasside, qui dominait le Moyen-Orient depuis Bagdad, commence sérieusement à s'affaiblir. Et comme toujours en histoire, ce vide de pouvoir crée des opportunités. De nouvelles dynasties locales apparaissent et ça change complètement l'équilibre géopolitique de l'époque. Bon, pour comprendre ce qui est en train de naître, il faut d'abord regarder ce qui est en train de s'effacer. On va donc commencer par se concentrer sur le cœur traditionnel de la vie juive, la Babylonie, et essayer de comprendre pourquoi sa lumière a commencé à pâlir. Pendant des siècles et des siècles, la question ne se posait même pas. La Babylonie, qui correspond à l'Irak actuel, c'était le centre, le cœur battant du judaïsme. C'était le centre de gravité, le soleil autour duquel toutes les autres communautés tournaient. Et tout en haut de ce système, il y avait les géonymes. Alors, les géonymes, c'est qui au juste? Eh bien, il faut s'imaginer les plus hautes autorités religieuses de l'époque, les directeurs des grandes académies talmudiques. Leurs décisions, leurs interprétations de la loi, elles étaient suivies à la lettre par les communautés du monde entier. Leur autorité était, disons-le, quasi absolue. Mais attention, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. C'était une érosion, lente mais sûre. Au 8e siècle, leur autorité est à son sommet. Mais dès le 9e, l'instabilité politique dans la région commence à fragiliser leur position. Et au Xe siècle, c'est le coup de grâce. D'autres communautés, ailleurs, deviennent riches, puissantes, indépendantes, et le processus de déclin s'accélère. Ce qui nous amène à une question, mais alors une question cruciale. Si ce pilier historique commence à vaciller, qui va prendre la relève? Où est-ce que l'avenir va bien pouvoir prendre racine? Et la réponse, elle se trouve de l'autre côté de la Méditerranée, direction Al-Andalus, l'Espagne musulmane. C'est là que se lève l'aube d'un nouvel horizon. Alors que l'Orient était en proie aux divisions et à l'instabilité, Al-Andalus, dirigé par le puissant califat de Cordoue, offrait quelque chose de devenu très rare et très précieux, de la stabilité politique, une vraie prospérité économique et par-dessus tout un environnement culturel incroyablement ouvert et dynamique. Le contraste entre les deux mondes est juste saisissant. D'un côté, en Babylonie, on a une autorité très centralisée, mais une influence qui décline. De l'autre, en Al-Andalus, on voit des élites locaux qui prennent le pouvoir, une stabilité qui grandit et un cosmopolitisme qui forcément encourage les nouvelles idées. Et ce déplacement géographique, ce n'est pas juste un point qui bouge sur une carte. Non, ça va être détonateur d'une véritable explosion intellectuelle. Il faut vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas un simple déménagement, c'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Ce mouvement a servi de catalyseur à l'une des périodes les plus riches, les plus créatives de toute l'histoire juive. Le terreau était là, et il était incroyablement fertile. Et les résultats, ils sont spectaculaires. C'est le début de ce qu'on va appeler l'âge d'or. La pensée, la langue, tout explose. On voit naître la philosophie judéo-arabe, les premiers travaux de fond sur la grammaire hébraïque. La culture s'épanouit, avec une renaissance de la poésie. Les sciences et la médecine font des bonds en avant. Et tout ça, c'est soutenu par de nouveaux centres d'études qui sont maintenant totalement indépendants de la Babylonie. Mais qu'est-ce qui a bien pu financer tout ça au fond? La réponse, c'est l'économie. Les communautés juives se sont retrouvées au carrefour des mondes. Elles sont devenues des ponts, des maillons essentiels dans le commerce entre le monde chrétien et le monde musulman. Ce rôle leur a apporté la prospérité, bien sûr, mais il a aussi nourri cette culture incroyablement ouverte sur le monde. Alors, au final, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Quel est l'héritage de cette période et quel nouveau modèle se dessine pour le futur? On peut vraiment résumer cette grande bascule en 4 étapes très claires. Au départ, on a une autorité unique, centralisée en Babylonie. Ensuite, les changements politiques créent une brèche, une ouverture. Troisièmement, de nouveaux centres pleins d'énergie émergent en Espagne. Et le résultat de tout ça, un monde juif qui n'est plus centralisé, mais multipolaire. Donc, le point crucial à retenir, le voici, on passe d'un modèle avec un seul centre de commandement à un véritable réseau de centres locaux, tout puissants et influents. C'est un changement de paradigme complet, et c'est cette nouvelle structure qui a préparé le terrain pour le fameux âge d'or de la culture juive en Espagne qui allait suivre. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question qui résonne encore aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce qui fait que le centre de gravité d'une culture bascule d'un endroit à un autre? Et si on regarde notre monde actuel, où est-ce que le prochain grand centre culturel pourrait bien être en train de se former, là, sous nos yeux? C'est une question qui reste ouverte.